Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc, comme Emmanuel vient de vous le dire, vous parler des catalogues de jouets qui participent lourdement à fabriquer ce qu'on appelle une fille et ce qu'on appelle un garçon. Alors, vous avez dû remarquer que chaque année, à la période de Noël, des millions de catalogues sont distribués dans les boîtes aux lettres. Et ce sont des publicités qui, contrairement aux autres, sont très attendues par les enfants, par les parents aussi un petit peu, mais surtout par les enfants, et qui s'adressent à un ensemble de personnes qui ne sont pas identifiées sur le plan socio-professionnel comme sur le plan individuel. Donc, ce sont des objets particuliers. Alors, ça émane de grandes surfaces généralistes, je vais dire des noms, Auchan, Carrefour, de magasins spécialisés, la Grande Récré, Toys R Us, de grands magasins de centre-ville aussi, Monoprix, de vente par correspondance également, comme Jouet Club par exemple. C'est une communication qui est d'un type qu'on appelle persuasif et qui relève à la fois du genre commercial, publicitaire et catalogue. La cible de ces objets est double. C'est à la fois les enfants entre 0 et 12 ans et les adultes. L'enfant, en ce cas-là, est prescripteur, il est l'utilisateur final du jouet, donc c'est lui en général qui choisit le jouet, l'adulte étant celui qui va réaliser l'acte d'achat. Mais l'adulte a aussi très souvent une fonction de guide puisqu'il va aider les enfants à faire leur choix parmi les jouets du catalogue. Alors la structure des catalogues est intéressante à regarder, on peut la voir de deux façons. Vous avez d'une part ce qu'on appelle la macrostructure, c'est-à-dire qu'il y a une première de couverture, une quatrième de couverture, un sommaire, et il y a des subdivisions internes qui correspondent aux rubriques du sommaire. La microstructure, c'est au niveau de chaque page, où chaque jouet est en général présenté à l'aide d'un module descriptif de base, qui va comprendre des éléments iconiques, généralement aujourd'hui une photographie, des éléments textuels qui vont être le nom du produit, un texte descriptif, le nom de la marque, le prix, des petites mentions additionnelles, et il y a environ 5 à 8 modules par page. Alors, pour pouvoir interroger les catalogues de jouets sous l'angle du genre et comprendre comment on en est arrivé, où on en est arrivé, il faut commencer à s'intéresser à leur histoire. Et leur histoire, elle passe bien évidemment par l'histoire des jouets eux-mêmes. Je vais vous faire très très rapidement un petit rappel historique. Tu peux y aller, on peut y aller tranquille. D'accord, mais je parle vite. Oui, voilà, on peut y aller. C'est moi, ça. Je répète par contre bien volontiers parce que je sais que je. Sinon, il va falloir qu'on prenne du café là. Il n'y a pas besoin de s'attarder. Je vous montre quand même ça. Alors, d'abord, les jouets existent depuis des millénaires. C'est très difficile de dater leur apparition. On a retrouvé des objets miniatures qui datent du néolithique. On pense que ce sont des jouets, mais on n'en a pas la certitude. Il est très difficile, effectivement, de faire la part des choses entre l'objet religieux et le jouet. Et donc les jouets qui nous sont parvenus sont finalement assez proches, alors jouets avec des guillemets, dans leur forme de certains jouets d'aujourd'hui. Donc là, on a un jouet qui date de 3950 avant Jésus-Christ. J'ai choisi celui-là, mais il y a aussi des poupées, des dinettes, des toupies, des jouets articulés, des billes, des dés, des osselets, des jeux de plateau également. Alors c'est en terre cuite, c'est en métal, en bois, en os, principalement, évidemment il n'y a pas de plastique. Le jouet bricolé, le jouet de cette époque, le jouet antique, donc, il est bricolé par un adulte pour un enfant pour lui-même ou par un enfant pour un autre enfant. Au Moyen-Âge apparaît un artisanat du jouet. Alors, de cette période, on a simplement des jouets luxueux qui nous sont parvenus, les autres n'ont pas résisté dans le temps en raison de la fragilité des matériaux. Ils étaient en bois, ils étaient en paille. Je vous ai apporté quelques images pour vous montrer ce que ça pouvait être. Là, on est au XIIe siècle, donc vous avez deux petits garçons qui jouent avec des soldats. C'est dans une encyclopédie qui s'appelle l'Hortus Deliciarum, je ne sais pas si je prononce correctement, qui a la particularité d'être une encyclopédie faite par une femme. Ça a été fait dans un couvent de Monial. Vous avez également la liste des jeux dans Gargantua, donc on est en 1534, et Gargantua joue à 215 jeux. Alors je ne sais pas si vous pouvez lire, aucun des jeux auxquels il jouait nous parle encore quasiment. Qui sait jouer au flux, à la prime, à la vol, à la pille, à la triomphe, à la picardie, au guet, à l'opinion, à qui fait l'un fait l'autre. Donc autant de jeux qui ont disparu, mais qui ont des noms absolument magnifiques. Vous avez aussi, je saute en 1560, pas si loin de Gargantua, vous avez également les
Voilà, hop. Ce tableau de Bruegel qui montre les jeux d'enfants en 1560. Alors, quand on peut s'amuser à regarder ce tableau pendant des heures, hein, vous verrez des échasses, vous verrez des jeux où ils montent. Bon, là, ils s'amusent à balancer quelqu'un sur un tonneau avec un cerceau. Enfin, voilà, il y a énormément de variétés de jeux, à faire des acrobaties. Vous avez ici des totons. Enfin, voilà, donc c'est très varié. On est donc en 1560, hein, des jeux avec accessoires et sans accessoires. Vous avez un peu plus loin, je passe en 1735, ce tableau de Chardin qui vous montre l'enfant au toton. Donc, on en est là. Et puis vient la période, à partir du 19e jusqu'à 1950, de l'industrialisation du jouet. C'est la première moitié du 19e siècle. Claude Duneton, je vous montrerai tout à l'heure les références exactes des ouvrages que je vais citer, dans son ouvrage donc, Au plaisir des jouets, écrit « Deux plus ou moins bonnes fées président à la naissance du catalogue et des jouets qu'il présente, la révolution industrielle et l'avènement de l'enfant bourgeois ». Alors la révolution industrielle, c'est l'avènement de la production de masse. Hein. Les jouets vont désormais être produits en série, ils sont fabriqués dans des usines, donc comme beaucoup d'autres produits donc, de l'époque. Ils vont être vendus dans des grands magasins, dans des rayons spécialisés. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les catalogues de jouets. Les catalogues de jouets ont été pensés pour soutenir les ventes, on dirait des encyclopédies, mais qui sont à l'usage des petits. Et dans ces catalogues, les jouets vont être parfois, ce n'est pas systématique, regroupés par type. Alors, je vais vous montrer deux catalogues de jouets de cette époque-là, donc les premiers catalogues de jouets. Le premier, c'est le catalogue de la maison du Petit Saint-Thomas. Alors, vous remarquerez, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour vous montrer. Donc, vous voyez qu'on a donc des jouets qui vont être regroupés avec des catégories un peu étranges, hein, les jouets parisiens. Je ne sais pas en quoi un jouet peut être parisien, bon, mais voilà. Donc, et surtout un lapin roulant, un vélocipède nautique et un chat cuisinier. Je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de parisien, mais bon, c'est sans doute parce qu'ils ont été fabriqués à Paris et ils sont utilisés peut-être par des petits Parisiens. Vous voyez comment c'est regroupé. On voit aussi bien des poupées que des tambours, des jouets mécaniques. Ici, vous avez plutôt des figurines. Alors, c'est des jouets nouveaux. Bon. Vous avez un couple de pêcheurs, donc garçon et fille, vous avez une boule roulante, vous avez des polichinelles un peu, vous avez des poupées, un cymbalier russe à côté d'un bébé articulé et d'une marotte. Hein. Donc c'est classé sous des rubriques qui ne nous disent plus rien aujourd'hui. Hein. Également, cette page, pour vous montrer que c'est pas du tout une page exceptionnelle que je choisis. Hein. Donc là, ce sont des meubles de poupées et jouets d'hiver. C'est très pratique, la catégorie d'hiver. Hein. On a tous une rubrique d'hiver dans son ordinateur et chez soi. Aux tables de toilette, salle à manger, donc des services de table, armoire russe, cabine de bain. Et à côté, vous avez donc aussi bien, vous voyez qu'un landau va voisiner une charrette, qui va voisiner un tricycle mécanique, hein, une cuisine et des stalles. Donc, des catégories qui ne sont pas des catégories qu'on connaît aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, également, je vous disais, l'avènement de l'enfant bourgeois. Ces jouets manufacturés, ils ne sont pas pour tout le monde, ils sont réservés aux enfants riches. En euros constants, une poupée à l'époque coûte entre 360 € et 1 000 €. Imaginez si vous deviez payer ce prix-là pour une poupée ou une figurine aujourd'hui. Je vous cite à nouveau Claude Duneton qui écrit: à la différence de l'enfant du peuple, qui est bon pour le champ, l'usine ou la filature, l'enfant de la bourgeoisie est le futur propriétaire d'un patrimoine familial, culturel et financier. Il a le privilège de pouvoir s'amuser, au même titre que ses parents, qui fréquentent les salons, le théâtre et l'opéra. Mais ce privilège s'accompagne d'une charge. Il est appelé un jour à régenter le monde, tout en douceur. Ses jouets vont l'aider. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les jouets ne sont pas socialement associés à un sexe. Hein. Les soldats, les poupées, on l'imagine facilement. Mais les catalogues ne se font pas l'écho de cette assignation. Je vous montre un autre catalogue, celui du grand magasin de la ville de Saint-Denis, où vous voyez à nouveau que vont... Ah, attendez, ça ne s'agrandit pas, c'est pas grave. Vous voyez, enfin là, on peut lire, je pense que l'image est assez grande. On a ici une panoplie de blanchisseuses et juste à côté, nous avons j'arrive pas à lire, vous arrivez sans doute à lire mieux que moi. C'est un cuirassier russe que vous avez en face. Donc c'est tout. Voilà, ça y est. Courrier du Tsar, pardon. Courrier du Tsar et juste à côté panoplie de blanchisseuses. Donc on imagine très facilement qui peut y avoir comme cible derrière ces jouets, mais en tout cas c'est à côté et c'est pas signalé. Alors
nous arrivons en 1900, de plus en plus de jouets sont offerts. Les jouets sont offerts à l'occasion des étrennes et des fêtes des saints patrons, et jusqu'à présent, et peu à peu, ça va être remplacé par Noël et par les anniversaires. C'est la période où Noël devient une fête commerciale. Il aura fallu 60 ans, écrit Duneton, pour en arriver à la situation actuelle, enfant roi, Noël universel et jouets démocratisés. Et à ce moment-là, les jouets prennent acte de toutes les nouveautés technologiques. Ils sont le reflet de l'air du temps et arrivent progressivement des ours en peluche, des bicyclettes, des mini-machines à coudre, des poupées articulées, des automobiles miniatures aussi, des trains, des aéroplanes, des pistolets à fléchettes. Comme dans la période précédente, les jouets vont être classés assez souvent par âge ou par type, mais avec des types comme jouets du jeune âge, jouets mécaniques, peluches, poupées, tirs, soldats de plomb, forts, chemin de fer, moteurs, aéroplanes. Donc ce n'est pas du tout des catégories, pas tout à fait des catégories, même plus que pas tout à fait des catégories qu'on a aujourd'hui. Arrive ensuite la guerre de 14. Alors la guerre de 14, vous voyez que les images sont assez troublantes pour aujourd'hui. Vous voyez donc déjà, on a une fille et un garçon dans un lit, et vous avez dessus des soldats. Moi, je trouve ça assez traumatisant d'avoir des soldats qui viennent vous réveiller comme ça en pointant un canon sur vous. Mais bon, c'est l'image qu'a choisi Le Printemps en 1916. Ce sont des soldats, certes, mais il y a quand même une petite fille et un petit garçon. La petite fille étant plutôt au premier plan et le petit garçon plutôt... Il est devant, mais en fait, il y a une vraie égalité dans cette image sur la représentation fille-garçon, parce qu'il y a les deux. La fille est derrière, mais elle est plus grande, et le petit garçon est devant, mais il est plus petit. Donc il y a un rééquilibrage, si vous voulez. Donc l'image est relativement mixte. Le jouet, certes, est associé au masculin, et puis il est sur le lit, donc de façon assez agressive. Ici, donc, vous avez filles et garçons représentés dans les rôles traditionnels de l'armée de cette époque. La fille est infirmière et les garçons sont soldats, et on a une explosion de jouets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les jouets sont mélangés. On a ce que nous, on appellerait aujourd'hui des jouets, si on se réfère au catalogue de jouets pour filles et pour garçons, eh bien c'est un joyeux mélange. Vous avez les soldats, les poupées, les tambours, tout ça est mélangé. Également, là, les jouets du Louvre, vous avez donc des choses qui sont très actuelles. On a des soldats blessés, une infirmière qui soigne un soldat, un couple donc avec un soldat et une jeune femme. Vous avez donc à nouveau là un blessé qui est aidé par une femme. Mais on a des filles et des garçons représentés sur les couvertures et dans des situations donc très liées à l'actualité. Alors, puis nous avons l'entre-deux-guerres. Alors l'entre-deux-guerres, on voit arriver, c'est là, comme je vous disais, qu'il y a la prise en compte d'arrivée des technologies. Vous voyez, donc ces pages sont très intéressantes aussi sur la façon dont c'est représenté. Regardez, donc ici, certes, vous avez un garçon avec un vélo, mais vous avez une fille qui conduit d'emblée. Ici, vous avez deux filles, il y a à la limite plus de filles sur cette couverture que de garçons, et les technologies sont aussi pour les filles et au premier plan. Ici, vous voyez que vous avez une petite fille, enfin c'est un poupon en fait, c'est pas une fille qui est représentée, un poupon qui pousse un landau juste à côté de la voiture de pompier. Là, c'est un garçon dans la voiture. Donc il y a vraiment un mélange de jouets qu'on attribuerait, qui socialement sont attribués en principe dès cette époque-là, malheureusement, déjà aux filles et aux garçons, mais en tout cas, les catalogues ne s'en font pas le relais. Et puis, nous arrivons en 1950. Alors, nous sommes le jouet à l'heure de la société de consommation à partir de 50. 50, c'est le retour de l'abondance, c'est la période du baby-boom, période faste, et l'attitude de la société envers l'enfant va changer, notamment en raison de la baisse de la mortalité infantile, qui est liée à l'arrivée de la pénicilline, même un tout petit peu avant, je crois, historiquement. Et l'enfant, donc, est tout de suite perçu maintenant comme futur petit garçon ou future petite fille. La notion d'enfance également est prolongée à cette époque-là, à mesure qu'augmente l'âge de la scolarité obligatoire. On était à 12 ans jusqu'en 1940, on est à 14 sous Pétain, et on est à 16 ans dans les années 60. Arrive également le plastique. L'utilisation du plastique va transformer l'industrie du jouet. C'est moins cher, c'est mieux adapté à l'industrie de masse, c'est plus maniable par des petites mains, c'est moins lourd, c'est plus quinquant et c'est moins résistant. Donc à la fois c'est plus cassant, on achète plus, ça c'est pratique, mais aussi c'est plus à même de s'adapter aux fluctuations de la mode. Et dans les catalogues, la photographie va remplacer le dessin. Mais il n'y a toujours pas d'organisation des catalogues de jouets selon le sexe, à quelques rares exceptions près. Les jouets sont présentés de façon descriptive, les textes insistent sur leur spécificité.
Par exemple, ici, vous avez un catalogue des Galeries Lafayette. Vous voyez clairement que vous avez le train électrique et la voiture qui jouxtent la poupée. Ici, le cinéma et le piano. Ici, un jeu de fléchettes et de fusils avec une poupée à côté. Un ours et donc du ping-pong et une sorte de circuit de voiture. Donc, c'est toujours pas classé, suivant le sexe. Arrive ensuite la télé. On est en 53 là. Arrive ensuite la télévision dans les foyers, dans le courant des années 60. Et là, il va y avoir une influence. L'industrie du jouet va attraper la balle au bond et va proposer aux enfants des jouets qui leur permettent de prolonger les aventures qui se déploient sur le petit écran. Ici, j'ai mis exprès Thierry Lafronde. On est en 62. C'est la première fois qu'une convention commerciale est signée entre le petit écran et le secteur du jouet pour la mise en vente d'une panoplie Thierry Lafronde. Les personnes qui ont à peu près mon âge reconnaîtront Nicolas et Pimprenel et Margot, Zébulon et Pollux du Manège Enchanté, et Thierry Lafronde au milieu, avec évidemment Isabelle en arrière-plan, parce que bon, je ne sais jamais qu'Isabelle. Mais voilà. Passons maintenant au dernier quart du XXe siècle. L'apparition des nouvelles technologies va bouleverser l'économie du jeu et du jouet dans le monde occidental. C'est le début du règne de l'électronique et des jeux vidéo. Et l'avènement également, en lieu et place des classements par type de jouet et par âge, des rubriques filles-garçons. Voici le catalogue Mattel de 84 et 86. Je pense que le changement est visible à l'œil nu. Vous avez, donc alors Barbie, vous savez qu'elle est née en 59, mais voilà, donc on nage dans le rose, là-haut, et en bas, on nage dans le bleu et dans les super-héros. Il y a une sorte de retour sur le marché des super-héros dans les années 50, qui reviennent dans ces années-là. Voilà, donc c'est très clair. D'un côté, Barbie, et de l'autre côté, les super-héros. Et le sexe est transparent pour les enfants à partir de ce moment-là. Puis, j'ai bien avancé ma diapo. Ce tableau vous permet, alors j'imagine bien qu'il est difficilement lisible comme ça, mais je vais vous montrer comment le lire rapidement. C'est un tableau qui a été établi par Mona Zegai, qui est une spécialiste de cette question, et qui permet de voir comment la différenciation sexuée s'est mise en place dans les catalogues entre 1977 et 2010. En gros, vous avez ici le nom du catalogue. Là, quand il n'y a pas de rubrique filles-garçons, et le vert, c'est quand il y a des rubriques filles-garçons. Donc, vous voyez déjà que la catégorisation filles-garçons, elle apparaît pour la première fois en 92, en l'occurrence chez Auchan et chez Jouet Club, dans les catalogues qui sont signalés. L'immense majorité est signalée. Vous voyez par exemple, si on prend Carrefour, que Carrefour a commencé par ne pas le faire, puis l'a fait. On est passé d'une catégorisation non explicitement sexuée à une catégorisation explicitement sexuée. Si vous prenez la grande récré, ils sont classés par ordre alphabétique, si vous prenez la grande récré, vous voyez donc qu'ils ont été d'abord dans une catégorisation sexuée, puis ils sont passés à une catégorisation non explicitement sexuée. Si vous prenez les Galeries Lafayette, vous vous rendez compte que là, pour le coup, les Galeries Lafayette sont ici. On a commencé par une catégorisation sexuée, puis on a hésité, on est revenu à une non-sexuée, puis une sexuée, puis une non-sexuée, puis il y a une alternance. C'est la même chose pour Jouet Club et pour Leclerc. Fnac Éveillé Jeux, qui est désormais Oxybul, c'est le choix. On fait le choix, par contre, de la neutralité. En 2010, on se rend compte que la plupart, en tout cas, des catalogues de jouets, quand on voit la dernière ligne, la dernière colonne, classent leurs produits en fonction du sexe des enfants auxquels ils s'adressent. Et cette catégorisation, on la retrouve sur les lieux de vente, dans les rayons des magasins, avec les fameux rayons filles-garçons. Alors voyons maintenant l'exemple des catalogues Carrefour. Sont soulignés les moments où sont arrivés, donc on voit l'évolution des catégories, vous n'avez évidemment pas la possibilité ni le temps de tout lire, mais on voit les sommaires, on voit que finalement ils se simplifient progressivement et il y a un grand réordonnancement qui se produit. Et on voit donc que des jouets qui étaient autrefois dans des catégories autonomes, par exemple les véhicules et les poupées, sont désormais rangés sous les appellations garçons et filles. Vous voyez arriver le repère secret des filles, le repère quartier général des garçons, l'univers des filles, l'univers des garçons, les filles, les garçons, et ça perdure ça continue pour Carrefour encore aujourd'hui. Notez quand même qu'il y a quelques rubriques qui persistent, la rubrique premier âge et la rubrique jeux de société, qui fonctionnent d'ailleurs comme des espaces relativement mixtes. Alors ces catalogues, quand on a des organisations filles-garçons, en gros, 1/3 des pages est consacré à ces rubriques et les 2/3 des pages sont consacrées aux autres rubriques.
Voyons maintenant comment se construisent le masculin et le féminin dans ces catalogues de jouets. En fait, le problème est double, parce que d'une part, vous avez la mise en scène des jouets dans les catalogues, et d'autre part, vous avez la sexuation des jouets eux-mêmes, avec le thème du jouet, sa forme, sa couleur. Mona Zegai, donc, qui est sociologue, a étudié le premier point, et elle a identifié 3 grands procédés. D'abord, il y a la mise en scène des enfants photographiés. Ça consiste à mettre un enfant à côté d'un jouet en train de l'utiliser. Ici, vous avez 2 diapositives, donc c'est indiqué, Carrefour et Leclerc. Ce procédé de mettre un enfant en train de jouer, il date d'avant la création des rubriques filles-garçons. Il est apparu dans les années 80, il s'est depuis formidablement déployé. C'est une technique commerciale qui humanise le catalogue, qui montre que les enfants apprécient le jouet, puisqu'ils sourient, ils s'impliquent dans le jeu, et qui attribue explicitement des activités à un sexe. Un message qui est 1000 fois répété et qui souvent va redoubler ce que les enfants peuvent éventuellement voir autour d'eux, voir chez eux, et évidemment, quand je dis autour d'eux, c'est autres familles, écoles, médias, 3 petits points. C'est un message qui est donc difficile à ignorer et qui est particulièrement coercitif, parce qu'il est répété. À nouveau, Mona Zegai explique que la responsabilité des fabricants et des distributeurs est engagée, contrairement à ce qu'ils prétendent. Quand on leur demande, ils vont vous dire « Non, nous, on suit les envies du marché, des gens, etc. » Mais en même temps, comme ils répètent, eh bien, ils participent à en construire, ils en rajoutent une couche en quelque sorte, sur la division sexuelle du monde. Et donc, ils font du mal, malgré tout, même s'ils disent le contraire. Il y a également l'association texte-image qui est très intéressante. J'ai ici scanné 2 pages donc, de Jouet Club en 2013, c'est les pages de garde du chapitre filles et du chapitre garçons. Donc vous voyez les enfants, donc c'est assez proche du jouet, en gros plan en plus pour le petit garçon, représentés dans une tenue et une attitude stéréotypée, l'aventurier d'un côté et voilà, le glamour, l'imaginaire, les fées, tout ça de l'autre côté. Le titre en fait de la page, un côté glamour et à l'aventure, masculinise et féminise encore plus l'image de l'enfant. Donc il y a à nouveau une redondance de la sexuation. Et il y a également, last but not least, les couleurs, le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. C'est entre 92 et 97 que ce code couleur, dans les catalogues de jouets, parce que dans l'éducation, c'est plus ancien, ça s'est instauré entre les 2 guerres, ça a commencé entre les 2 guerres et ça s'est instauré définitivement après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, ça n'existait pas. Ce code couleur, ça n'existait pas comme ça. Ce code couleur s'est imposé dans les catalogues de jouets, donc entre 92 et 97. Je vous montre une page d'Auchan que j'aime beaucoup, parce que là, vous vous rendez compte que, alors les petites filles, ça sourit toujours, ça minaude, tandis que les petits garçons, ils sont extrêmement sérieux et stables dans leur position. Vous remarquez, je trouve ça formidable, les petites filles ont une ombre rose. Vous regarderez votre ombre quand vous sortirez. Moi, mon ombre, elle est grise. Les petites filles, elles ont des ombres roses. Et les petits garçons jouent à des jeux d'établi. Donc, voilà, le rose et le bleu, maintenant, c'est omniprésent, universel. Le rose est désormais interdit aux garçons. Il est perçu comme stigmatisant, car renvoyant à l'univers féminin, et, n'est-ce pas, à l'homosexualité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé progressivement, c'est récent. Jusque dans les années 90, les arrière-plans sur lesquels présentaient les jouets pouvaient être rose, bleu, de n'importe quelle couleur, quel que soit le sexe de l'enfant auquel le jouet était destiné. Là, on est en 93, vous avez un petit garçon qui joue sur un établi de couleur rose, et ça pose aucun problème. Le rose, en fait, s'est imposé aux filles avant que le bleu s'impose aux garçons. Je laisse à nouveau la parole à Mona Zegai, qui dit « Nul besoin de savoir lire pour décoder le message transmis par les couleurs et les photographies, et ainsi être soumis à sa contrainte, autrement dit savoir quels jouets, objets, activités sociales sont prescrites et lesquels sont proscrits. » J'ai le temps de finir sur les conséquences de cette rigidification des catégories. Évidemment. J'ai 5 minutes? Oui, d'accord. Tout à fait. Merci. Je n'ai pas regardé en fait l'heure. Donc, quelles conséquences? Première conséquence, la rigidification des catégories de genre. La généralisation des rubriques filles-garçons dans les catalogues de jouets donne à la différence des sexes une visibilité jamais atteinte auparavant. Les messages transmis fonctionnent donc comme des injonctions qui vont concerner l'identité des enfants, leur goût, leur devenir, qui sont nécessairement différents selon qu'ils sont filles ou garçons. C'est des injonctions qui vont socialiser à la fois les enfants et les parents prenant ainsi conscience du type d'attente qu'ils sont censés avoir selon que leur enfant est fille ou garçon. Et on a effectivement 2 mondes à part. On a 2 mondes à part que tout va opposer, qui sont séparés par une frontière étanche,
Et le problème, c'est que ça bride l'imagination ludique qui est bornée au seul territoire qui est autorisé, aux filles, donc, la tendresse, l'ingéniosité, l'esthétique, la coquetterie, ce qu'on appelle le care, la communication, le conseil. Les filles doivent apprendre à faire comme maman, n'est-ce pas, hein? Elles doivent apprendre à tenir une maison, à s'occuper des enfants. Aux garçons, je parle uniquement évidemment des catalogues de jouets, hein, la compétition, la force, l'imagination, l'invention, la création, la construction du réel, de l'imaginaire aussi. Et les catalogues de jouets, donc, leur enjoignent d'apprendre à bricoler comme papa, bien sûr. À aucun moment, ils leur apprennent à devenir des pères. Tout ce qui relève du domaine de l'affectif est dans les catalogues de jouets strictement réservé aux filles. Alors, ces distinctions, elles ont peut-être une réalité matérielle, hein, mais le fait de les formuler comme des vérités générales, atemporelles, ça ne peut pas manquer de cristalliser et de figer les goûts des enfants, je cite Bonazega et Nouveau, en fonction de leur sexe, dans des catégories bien distinctes et au contours extrêmement rigides. Et également, il y a l'exacerbation comme autre conséquence des catégories de genre. C'est-à-dire que les catalogues de jouets ne se contentent pas de reproduire des inégalités sociales, sexuées, qu'on peut constater dans le monde réel, hein, mais ils les exacerbent. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on les étudie, de prendre en compte. Il faut prendre en compte à la fois ce qui est montré et ce qui n'est pas montré. Côté garçon, vous avez des activités stéréotypées qui sont exercées. On les montre pompiers, policiers, soldats, ouvriers. On ne les montre pas en train de faire des travaux domestiques, à l'exception du bricolage et parfois de la cuisine. Et il est évident que la réalité sociale est plus nuancée. Côté filles, on a une surreprésentation du travail domestique. Les filles sont présentées comme des mères, des ménagères, elles sont absentes de la vie active. Quand je dis qu'il faut regarder ce qu'il n'y a pas, il faut regarder ça, hein. Les quelques activités qui sont exercées sont très stéréotypées et sont uniques. Il n'y a pas autre chose. Elles sont coiffeuses, caissières, mannequins, alors que la réalité sociale est évidemment beaucoup plus nuancée. Alors, je voulais soumettre quelques images à votre sagacité, mais comme on a joué le jeu du « c'est nous qui parlons d'abord et c'est vous ensuite », j'attirerai simplement votre attention sur cette image que j'adore. Alors, elle est de 2008, celle que j'ai scannée, mais on la retrouve régulièrement. Les catalogues de jouets, vous savez, fonctionnent à l'économie, hein, ils ne refont pas systématiquement leurs images, ils changent les prix, ils changent les numéros des pages et le pourtour parfois de la page. J'aime beaucoup cette image parce qu'il se trouve que je suis myope. Et quand je regarde cette image, je me dis chic, il y a une fille et un garçon, parce que je me mets un peu loin, sur la même page. Très bien, bon, ils ne jouent pas ensemble, mais enfin il y a quand même une fille et un garçon. Puis ils poussent un chariot tous les deux, bon c'est pas mal. Puis c'est mauve globalement, bon c'est pas mal. Ah oui, mais et c'est là que je mets mes lunettes, je me dis ah oui mais oui d'accord, il y a une fille et un garçon, bon effectivement ils ne jouent pas ensemble. La fille, il y a quand même une aura de rose autour d'elle et puis autour du garçon une aura de bleu. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit bien dans le noir. Et puis ils poussent un chariot, mais ah oui mais c'est quand même pas le même chariot. Le garçon c'est un chariot médical-tronique et la petite fille c'est un chariot clean service. Et là, je commence à me dire... je pense et il est moins cher. Hein. Et moins cher aussi, oui. Bah oui, parce qu'il y a des professions qui oui, apportent plus ou moins, hein, forcément. Et puis, je regarde la petite fille et je vois qu'elle est cernée par les planches à repasser et qu'elle s'en sortira pas. Et le petit garçon, il y a évidemment le vétérinariat au centre qui est un peu une sorte de no man's land, là, ou de no woman's land, hein, où tout le monde peut à peu près aller. Mais je me dis, ils ont voulu aller vers la mixité, et puis au dernier moment, ils se disent, non, on ne peut pas quand même. Hein, on sent qu'il y a eu un coup de frein, et j'adore vraiment cette image pour cette raison, parce qu'elle manifeste une vraie hésitation et une vraie à pas y aller, hein, de la part des catalogues de jouets. Il y a aussi celle-ci, alors ça c'est différent. C'est une gamme de jouets qui s'appelle Tim et Lou, qui a été développée et qui joue sur ce que je vous disais tout à l'heure, qui est le problème que les jouets eux-mêmes posent problème par leur couleur, par leur forme et tout ça. Tim et Lou, c'est une gamme qui a été développée où ils ont évité soigneusement le rose et le bleu et où ils ont fait des jouets d'imitation dans les verts et dans les oranges. Et on est dans ce qu'on appelle le contre-stéréotype. Vous voyez que là, c'est un petit garçon qui est associé, alors certes il est en bleu, hein, et il est clairement identifiable en tant que petit garçon, mais il est sur un fond dans les orangés et associé à toute une série de jouets qui se renvoient au domestique, tandis que la petite fille est en vert, porte un marteau et est associée, elle, aux jouets de construction, de chantier, d'extérieur. Donc on a ce qu'on appelle un contre-stéréotype, on est à l'inverse. Vous avez également sans doute entendu parler de l'affaire d'Hyper-U. Hyper-U a été accusé par les anti-genres d'avoir fait un catalogue dégénéré, parce qu'ils ont fait un catalogue où on avait des petites filles qui parfois jouaient avec des voitures radioguidées, un petit garçon qui tenait un poupon, et des enfants qui jouaient ensemble à des jouets censés être que pour filles ou que pour garçons. En réalité, ces catalogues, d'abord, ne vont pas très loin dans la déconstruction du genre, puisqu'il s'agit de quelques pages seulement, au sein de rubriques filles et garçons très habituelles,
habituel, mais il y a quand même quelques pages qui avancent. Il y a une vraie volonté d'aller vers un effacement de ces problèmes-là. Je dis vraie volonté parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'avaient déjà fait avant, et puis ils sont revenus à des choses plus, entre guillemets, traditionnelles, et ils ont refait ça au moment, en fait, où il y a eu les manifs pour tous, etc. Et donc, tout le monde, et la fameuse controverse, théorie du genre, comme si la théorie du genre existait, et était une théorie, mais bon, bref, on ne va pas partir là-dessus. Non, parce que sinon, on va y passer la journée. Voilà, mais ce qui est très intéressant, c'est donc que c'était une vraie volonté avant. Et il se trouve que là, ça cadrait avec l'actualité, et donc on les a accusés d'eux, alors qu'en fait, ils avaient déjà cette envie avant. Moi, je trouve que là, je ne suis pas la seule à penser ça, il y a une vraie avancée. On voit ici 2 enfants qui jouent au même jeu, ensemble, et ça, c'est une vraie avancée. Alors, après, vous voyez bien que les jeux continuent à poser problème. Tout ce qui est poupon continue à être dans les roses, alors que tout ce qui est chantier continue à être dans des couleurs relativement réalistes, en fait. Peut-être parce que d'un coup, il y a profusion aussi de pages de catalogue de jouets qui peuvent servir d'exemple. Peut-être juste une petite question, oui, Fanny. Quand tu dis d'un coup une approche traditionnelle, en fait, ce qui ressort quand même de ta... avec des guillemets. Voilà, guillemets. D'un coup, on va en mettre 15 de guillemets, parce que d'une certaine manière, cette construction et cette manière de catégoriser de manière très forte, en fait, est assez récente. Oui, tout à fait. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit traditionnel depuis 10 ans, quoi, d'une certaine... Oui, depuis 92. En fait. Depuis 92, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et là-dedans, qu'est-ce que ça te dit, toi, de l'état de la société ? C'est-à-dire, si on fait tout à l'heure le lien avec ce que racontait Noémie sur les questions qui disent bon, le cerveau fonctionne de cette manière-là. Là, il y a du construit social, du construit culturel. Moi, je dirais, je répondrais je vois 2 grandes tendances. La première tendance est une crispation sur des valeurs, on va appeler ça comme ça, très stéréotypées. Les filles seraient des filles, les garçons seraient des garçons, et chacun dans sa boîte, et tout le monde sera bien rangé. Donc il y a une crispation sur ce type de valeurs qu'on observe politiquement, dans les demandes. On l'observe aussi dans les choix vestimentaires, dans l'offre des vêtements, enfin on l'observe énormément. Et en même temps, il y a par ailleurs une ouverture possible. Je vais très souvent dans les rayons des magasins de jouets pour voir où on en est. Récemment, je suis partie au rayon jouets d'imitation pour voir, et j'ai vu les planches à repasser, une grande enseigne, et il y avait une dizaine de planches à repasser, dont 9 à peu près étaient dans les roses avec des petites filles repassant. Très bien. Et j'en vois une dernière qui était avec en façade de l'emballage, parce que c'est grand les emballages des planches à repasser, un petit garçon qui repassait. Bon. Et la planche, sur les tranches, par contre, sur les côtés de l'emballage, il y avait des petites filles, et elle était dans les couleurs vert et gris. Et là, je me suis dit, on avance. Que se passe-t-il ? Statistiquement, le parent qui ne s'est pas posé la question, généralement les adultes n'aiment pas rester très longtemps dans un magasin de jouets, on lui a dit, je veux une planche à repasser, ils font son rayon planche à repasser, statistiquement, il a 9 chances sur 10 de tomber sur la planche à repasser rose, puisqu'il y en a 9. Le parent, par contre, qui a envie d'échapper aux stéréotypes de genre, il peut commencer, puisqu'il va pouvoir commencer à trouver le jouet qui va essayer de chercher à échapper à ça. C'est-à-dire qu'on peut commencer, parce que les gens ont râlé, il y a des magasins de jouets qui commencent à supprimer les rayons filles-garçons, ça bouge. Et si ça bouge pour moi, ça bougera par la base. Ça bougera par le ras-le-bol des gens d'avoir des jouets sexistes, d'avoir des représentations sexistes, etc. Ça ne va certainement pas bouger par les commerçants. Les commerçants, ils ont intérêt à vendre. Ils ont inventé un truc formidable à un moment qui s'appelle le marketing genré, qui permet de vendre 2 fois plus. Ils ne vont pas lâcher la poudre d'or. Le marketing genré, c'est le moyen de vendre. Vous avez, par exemple, je sais pas, vous avez une petite fille qui naît dans votre foyer. Bon, à 3 ans, elle veut un petit vélo. Elle va dans une boutique de petits vélos avec vous, et puis elle tombe en arrêt sur un petit vélo rose. Ça vous embête, vous auriez préféré un petit vélo blanc, vert, n'importe quoi, mais bon, vous êtes sympa, vous lui offrez le vélo rose pour lui faire plaisir. Par contre, vous avez un petit garçon qui est né après. Il va vouloir un petit vélo à l'âge du petit vélo. Logiquement, vous lui auriez refilé le petit vélo de la petite sœur. Pas possible, il va passer pour un charlot dans tout le quartier. Ou un kit de peinture. Et donc, sinon, on lui offre une bombe de peinture. Pour le protéger des autres, vous allez vous sentir obligé de lui racheter un petit vélo. Et donc, vous auriez acheté 2 petits vélos au lieu d'1. Ça, c'est les grandes réalisations du marketing genré. Donc, ça évidemment que d'un point de vue commercial, c'est très intéressant le marketing genré. Donc, ils n'ont pas forcément envie de faire avancer les choses. Les choses viendront des demandes des personnes sur ce plan-là. Alors, voilà, je peux encore vous raconter une petite anecdote ou je passe la parole ? Les gens demandent.
Je sais, je n'ai pas regardé le temps, c'est vous qui gérez le temps. On est à 1 minute, il faudrait qu'on termine d'ici 1 minute. D'accord, donc je peux finir mon petite anecdote. C'est une petite anecdote que j'ai trouvée dans... Vu la rapidité de ta parole, tu peux en raconter même 2. C'est très chouette. C'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans. Et alors je cite Mademoiselle, donc il est écrit « Pour la première fois, il a fait sa liste de Noël avec les catalogues. Je l'ai faite avec lui. Quand on est arrivé sur les pages en rose avec les poupées et autres jouets réputés pour filles, il m'a demandé si c'était pour les filles puisque c'était en rose. Moi j'ai répondu sans trop réfléchir « C'est plutôt pour les filles, mais tu peux très bien avoir ça si tu veux, c'est aussi pour les garçons. » Il a tourné la page et on est passé à autre chose. Quelques jours plus tard, le soir après l'école, on était à table et avec une petite voix, il nous demande « Des poupées, c'est pour les filles ?» Là, j'ai compris qu'il voulait une poupée, mais qu'il avait l'impression de ne pas avoir droit à cause de son sexe. Donc, avec ma femme, on lui a dit que non, c'était pour tout le monde, et que s'il en voulait une, il suffisait de demander au Père Noël laquelle tu voudrais. Sur son visage, sourire de soulagement, yeux pétillants, et il a commencé à parler de la poupée Reine des Neiges, de la Barbie arc-en-ciel, il avait gardé ça en lui. Dans ce cas précis, si on analyse cette anecdote, qu'est-ce qui apparaît ? Que le catalogue de jouets donc, met en scène des injonctions de genre, ça on l'avait remarqué, que ces injonctions sont parfaitement perçues par l'enfant, qu'il se sent dans l'obligation de les respecter et qu'il ne passe outre ces injonctions que parce que ses 2 parents lui disent « tu peux ». Alors là, il y a quand même des certitudes. Il est très difficile, voire impossible de mesurer scientifiquement l'impact des catalogues de jouets sur la construction des stéréotypes femmes-hommes. Parce que c'est impossible de les étudier isolément, tout simplement, hors influence des médias, de la famille, de l'école, etc. Mais il y a quand même deux certitudes. C'est que évidemment, les catalogues de jouets ne sont pas responsables à eux seuls de toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, mais qu'ils ont leur part de responsabilité dans la construction de ces inégalités, parce qu'ils participent à la transmission et à la perpétuation de ces stéréotypes de sexe. Et donc, il faut agir, qu'on soit parent ou qu'on soit éducateur. Alors, je voulais vous proposer quelques pistes en éducation à l'image. C'est une démarche plutôt, une démarche que je propose qui se déploie d'un point de vue pratique en 3 temps. Première étape, il faut savoir identifier, alors c'est valable pour vous et il faut le transmettre bien sûr, savoir identifier les images qui sont porteuses de stéréotypes de sexe. Deuxième étape, il faut savoir pointer dans ces images les éléments qui construisent ces stéréotypes. Et troisième point, être capable de concevoir des images non stéréotypées. L'idée, en fait, parce qu'on ne peut pas... c'est bien de dire c'est stéréotypé, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il proposer autre chose de non stéréotypé derrière. C'est bien gentil de déconstruire, mais il faut reconstruire derrière. Sinon, les stéréotypes perdurent. L'idée, c'est en fait de se servir, et c'est pour ça que moi, très souvent, en cours avec mes étudiants, j'utilise les images de catalogue de jouets, par exemple, parce que beaucoup sont sexistes. Et elles sont tellement sexistes qu'on ne peut pas ne pas le voir. Du coup, on peut les exploiter, ces images, on peut en fait se servir du sexisme pour lutter contre le sexisme. On peut exploiter les images stéréotypées pour lutter contre les images stéréotypées. Et il faut faire alterner l'analyse et la réalisation. Parce que, alors, ça peut être par exemple... voilà, les catalogues de jouets, c'est quelque chose qui peut servir. Vous pouvez, par exemple, dégenrer un catalogue de jouets. À coup de photocopie en noir et blanc, déjà, vous supprimez les couleurs, c'est une bonne chose. Vous pouvez les recolorier. Ciseaux, colle, on refait un catalogue de jouets avec un premier catalogue de jouets. On peut aussi créer le catalogue de jouets de la chambre de son enfant ou de la classe. Alors, on photographie, on met en scène, on trie, on classe, on segmente autrement que filles-garçons. On peut aussi... il y a un album, d'ailleurs, il y a une affiche à propos de cet album dans le hall, qui est très bien, qui s'appelle Dinette dans le tractopelle. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors pour les petits, il est très bien. C'est 2 personnages qui vivent chacun de leur côté du catalogue. Et puis ensuite, un jour, les pages sont, je crois, déchirées et mélangées et recollées un peu n'importe comment. Et Big Jim, qui rêvait de jouer à la dinette dans son tractopelle, et elle qui rêvait, j'ai plus son prénom malheureusement, qui rêvait de jouer au tractopelle, vont enfin se rencontrer et vont pouvoir jouer à la dinette dans le tractopelle et tout va très bien se passer. Donc ça peut être un moyen. Surtout, ne jetez pas les catalogues de jouets quand ils arrivent, c'est un excellent support pédagogique, avec tous les âges. Parce qu'avec des enfants, oui, on peut en parler, mais avec des grands, ce n'est pas eux qui sont sexistes, c'est les catalogues qui posent problème. Ils verront d'autant mieux le sexisme que c'est sur un support séparé et qu'ils ne sont pas concernés. En fait, l'idée, on en parlait hier soir avec mes collègues, l'idée c'est de ne pas affronter les choses frontalement en disant « tu es un horrible sexiste si tu dis ça, si tu penses ça ». L'idée c'est de dire « il y a des images ». Dans ces images, il y a des représentations. Que penses-tu de ces représentations ? Et à un moment, alors
aussi dans vos groupes, les gens à qui vous adressez, il y a généralement un groupe. Donc il y en a un qui va penser quelque chose, il y en a une qui va penser autre chose, il y en a un troisième. Donc la richesse va venir du groupe, de la variété des personnes que vous avez dans votre groupe, et ils vont pouvoir s'exprimer parce qu'on ne stigmatise personne. Et c'est d'autant plus valable, les catalogues de jouets, ça s'utilise jusqu'en terminale, ça s'utilise en cours de SES, ça s'utilise en 5e, ça s'utilise en histoire, hein, pour construire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un support qui est très commode. Voilà, merci énormément Fanny, merci beaucoup. Merci à vous.